Coucou mes lucioles, bienvenue sur ce live très spécial ce soir puisque nous avons l'immense bonheur d'accueillir Carole Rinaldi qui va nous parler des blessures émotionnelles. Bonsoir à tous en même temps. Donc ça y est, on est en direct là, si j'ai bien compris. Oui, là on est en direct, il y a déjà pas mal de monde en ligne en fait, donc c'est vraiment très chouette. Et donc moi je fais des bons depuis que tu as accepté l'interview en fait, parce que les blessures émotionnelles sont un sujet qui me touche beaucoup et que j'ai pris énormément de plaisir avec ton livre, vraiment beaucoup. Même avant de l'ouvrir. Euh... Oh, on a Geneviève qui nous écoute en direct du Canada. Yes! Et donc même au niveau déjà juste tactile, le toucher de ton livre, je trouve qu'il invite déjà à une expérience différente euh, des livres, je veux dire, courants. Mhm. Et je sais pas si c'était fait exprès, si c'était un choix vraiment volontaire de ta part de déjà inviter le lecteur à une expérience déjà tactile. Alors, c'est l'éditeur qui a choisi hein. Là-dessus, moi, j'avais pas mon mot à dire. J'avais mon mot à dire sur la couverture, est-ce que ça me plaisait ou pas. Mais le choix Oui. du papier, ça a été pleinement l'éditeur et ils vont être contents d'entendre ce que tu dis parce qu'ils voulaient justement une expérience qui soit aussi sensorielle pour le lecteur. Ils ont mis beaucoup, ça a été un investissement. C'est très qualitatif comme papier. Donc, j'étais Oui. très contente qu'il y ait ce rendu, mais c'est pas moi qui l'ai demandé spécifiquement. Eh ben, on leur remercie à ton éditeur et donc c'est paru aux éditions Larousse. Et donc merci à Larousse, Yes. c'est très plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler des blessures émotionnelles. Tu vas nous parler un petit peu, pas de tout, on ne saurait pas aborder tout en une seule soirée, mais de ce que sont les blessures émotionnelles. Et puis alors, on pourra approfondir un petit peu par rapport au couple. Est-ce que c'est OK pour toi si on avance comme ça? Alors moi, ben, je vois pas les commentaires des gens, donc est-ce que Moi, c'est je les OK ai. déjà qu'on fasse un petit sondage et qu'on demande parmi les personnes qui nous écoutent, est-ce que les gens découvrent les blessures émotionnelles et dans ce cas-là, qu'ils puissent nous mettre découverte dans les commentaires, ou Oui. s'ils connaissent et dans ce cas-là, s'ils peuvent nous mettre connaissance. Comme ça me donne une idée de l'audience ce soir et de comment je vais parler des blessures. Est-ce que j'accentue plus sur la découverte ou est-ce qu'il y a déjà un public qui connaît déjà pas mal l'outil et dans ce cas-là, je peux aussi aller sur des choses un peu plus poussées. Et puis dans un second temps, je t'ai pas dit, mais j'aimerais faire une surprise à tes auditeurs. J'aimerais à la fin de ce direct qu'on puisse faire un tirage au sort et j'aimerais offrir un exemplaire du livre aux personnes qui seront restées nous écouter également. Avec grand plaisir. Avec Top. grand, grand plaisir. Là, maintenant, on a plus de découvertes. Alors, on a des coucous qui n'ont pas encore répondu à la question. Donc, il y a peut-être des personnes qui arrivent seulement. Et donc, Carole nous proposait d'écrire, bon, voilà, si vous étiez en découverte des blessures émotionnelles ou si c'était déjà un sujet qui vous était familier. On a notamment Olivier qui nous dit qu'il est à mi-chemin de ton livre. Ah, top. Bah, bonne lecture, Olivier. Et merci à toi d'être là ce soir. C'est top. Merci beaucoup. Donc, je regarde en même temps, j'ai branché l'ordinateur pour la découverte encore. J'ai l'impression que c'est un peu 50-50 pour le moment. Bon, Donc, ok. Ok, donc, moi qui me je- disais, il y a peut-être plus d'un côté que de l'autre, et ben écoute, on va faire pour tout le monde de mon mieux. Voilà, je vais suivre en fonction de tes questionnements parce que tu connais bien aussi ton audience. Et puis, bah, j'imagine que pareil, s'il y a des questions auxquelles je peux répondre en direct aussi, c'est bien sûr aussi d'apporter aux personnes qui sont là et de pouvoir adapter le plus le contenu à ce que vous allez demander ce soir. oui, tout à Top. fait. Alors, mais bonjour à tous parce que je vois qu'il y a Valérie, qu'il y a Normand, il y a Fanfan. Bisous ma Fanfan, c'est toujours un plaisir que tu sois là. Alors, je sais pas, je vois pas tout le monde. Il y a Isabelle. Alors, pour les personnes qui arrivent, il y a plusieurs Isabelle même. N'hésitez pas à indiquer dans les commentaires aussi si vous avez un point qui vous touche plus particulièrement par rapport aux blessures, et notamment ici dans le cadre de l'amour de soi et dans le couple, si vous avez déjà un peu une expérience par rapport à ça, si vous avez des questions particulières pour Carole, on sera très très heureux. Je suis vos commentaires en même temps sur l'ordinateur, donc on sera très très heureux. Alors, on a Fanfan qui nous dit qu'elle te connaît. Moi, elle m'a même dit qu'elle te trouvait géniale, ça tu sais tout, et Bah, qu'elle écoute, avait lu le livre de Lise Bourbeau. Donc, eh ben, écoute, et ça ça, me fait toujours plaisir. Merci à elle déjà. Et puis, bah, c'est top parce que à travers tout ce qui existe autour des blessures émotionnelles, eh bien, ça permet. L'idée, c'est d'avoir soit plusieurs pistes de réflexion parce que
autant la manière dont Lise travaille, dont je travaille, c'est pas des vérités absolues, c'est que chacun prenne ce qu'il a à prendre et puis se fasse sa propre expérience. Donc merci à toi d'être là ce soir aussi. Et je pense qu'il y a peut-être une note qui serait intéressante d'apporter en début de live, justement, parce que je vois plusieurs personnes par rapport aux listes de Lise Bourbeau. Justement, je sais que tu as eu aussi le plaisir d'interviewer Lise Bourbeau, de voir peut-être donner quelques ingrédients, parce que votre chemin, je le trouve, est très différent. Votre message est très différent. Et du coup, voilà, des personnes qui ont lu Lise Bourbeau, elles pourraient se dire, mais pourquoi est-ce que j'irais lire celui de Carole? Alors, allez-y, foncez. Mais voilà, est-ce que tu peux nous donner quelques pistes? Mais bien sûr, ça fait partie de mon travail de savoir aussi répondre à cette question. Alors habituellement, c'est pas la première qu'on me pose, mais j'adore quand on commence comme ça direct, ça me va très bien. Alors déjà, peut-être ce que j'aime rappeler, c'est déjà quels sont les points communs qui nous rapprochent avec Lise Bourbeau pour mieux comprendre qu'est-ce qui diffère ensuite. Déjà, moi, effectivement, j'ai connu les blessures émotionnelles, donc c'était en 2008 par le travail de Lise Bourbeau. Que ce soit clair, c'est quelqu'un que je respecte énormément, dont j'apprécie énormément le travail, parce que sans elle, aujourd'hui, je n'aurais pas le métier qui est le mien. Maintenant, entre la manière dont je l'ai découvert avec elle et comment j'en ai fait ma propre expérience et un outil professionnel également de par ma formation, puisque moi, je suis issue du milieu de la préparation physique et mentale, eh bien, il y a des aspects qui se rejoignent et il y en a qui diffèrent. Donc, les aspects qui se rejoignent, c'est notamment le fait de l'acceptation, de se donner le droit en premier d'être tel qu'on est avant de désirer changer, parce que sinon c'est de la lutte contre soi-même, c'est pas de l'acceptation. Également le message que les blessures émotionnelles n'ont pas le potentiel de nous limiter, en tout cas dès l'instant où on commence à en avoir conscience, et qu'il ne s'agit pas de les éradiquer, mais au contraire d'apprendre à les reconnaître et de voir qu'on peut avoir du pouvoir et améliorer la relation à nous-mêmes et aux autres. Donc ça, c'est pour les points sur lesquels on se rejoint. On a différentes manières, différents outils. On n'a pas, il y a des gens qui sont venus dans mes séminaires, qui étaient également dans les séminaires de Lise Bourbeau, et tous sont unanimes sur le fait que je sais pas, je trouve pas mon mot. On parle de la même chose, mais pas avec le même outil. C'est ça que je voulais dire. Et puis pour les points de différence, alors je pense le point majeur, en tout cas, qui se retrouve dans ce que je fais, c'est surtout cette approche qui est pragmatique, concrète. Je suis aussi critiquée pour ça, donc je le dis et je l'assume pleinement, mais c'est ma façon de travailler. C'est-à-dire qu'il y a une partie de spiritualité dans ce que j'écris, mais cette partie spiritualité ésotérique s'arrête à un certain point, c'est-à-dire à ce qui est démontrable. Et la partie spiritualité dans le livre, c'est cette partie qui explique qu'il y a ce que j'appelle cette forme d'intelligence collective, notamment à travers l'effet miroir, ce que nous renvoient les autres. Et cet effet miroir est à chaque fois, mais je l'observe des centaines de fois par mois en coaching, c'est bluffant. Ça ne peut pas être un hasard, c'est-à-dire c'est tellement le cas à chaque fois que ça ne peut pas être juste un cas comme ça de temps en temps au hasard. Et c'est cette approche en fait qui, à travers l'effet miroir, nous permet de mieux grandir. Donc on a besoin des autres pour le faire quelque part. Donc on peut aller s'observer soi-même, mais l'autre, ce qu'il nous renvoie, c'est aussi très précieux pour grandir. Mais mon approche spirituelle s'arrête là. Et donc tout ce qui est attrait à des croyances plus personnelles sur l'ésotérisme et la spiritualité, pour moi, il n'y a pas besoin d'apporter ça pour comprendre concrètement comment fonctionnent les blessures émotionnelles. Voilà, notamment un des points. Un autre point peut-être qui peut sembler aussi différent, c'est ce que j'ai envie d'apporter avec les blessures, c'est même cette capacité à aller dans la légèreté et en rire. C'est-à-dire que pour moi, c'est un parti pris osé de faire ça, parce que comme je te le disais tout à l'heure, j'ai bien conscience que les blessures émotionnelles font partie de l'inconscient, et donc si ça fait partie des zones qu'on veut cacher, c'est pas évident au premier abord d'en rire. Mais c'est quelque chose que je souhaite apporter parce que c'est ma vérité. C'est comme ça que je le vis dans mon couple, c'est comme ça que j'ai appris à le vivre. Je ne le vivais pas comme ça il y a 10 ans en arrière, mais c'est comme ça que j'ai appris à le vivre dans mes relations amicales, professionnelles, avec moi-même également. Et c'est ce que je souhaite apporter. Et pourquoi pas même dans les années à venir, je suis en train de carrément penser à la création d'un one-man show sur les blessures émotionnelles, parce que ça me ferait tellement kiffer d'aider les gens, de les faire rire de la vie de tous les jours et de se rendre compte que non, les 5 blessures, ce n'est pas une tare, bien au contraire. C'est magnifique. J'adore vraiment
Et je dois dire que l'argument que tu as donné sur le côté concret, et pourtant tu le sais, moi je suis justement plutôt du côté perché, le fait que tu aies une approche tellement directe et pragmatique, moi c'est vraiment ce qui m'a fait, je veux dire kiffer, parce que c'est le mot le plus juste dans ton livre. C'est vraiment ça qui a été la grande plus-value pour moi, de voir à quel point je pouvais juste rentrer quelque part dans la matière et avec un non-jugement absolu. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé dans ton livre, c'est que dès tes premières pages, alors dans les premières pages, il y a les introductions de David Laroche et de Julie Laroche, mais dans tes mots à toi, puis dans celle de la personne avec laquelle tu as écrit le livre, il y a cette bienveillance, on se sent quelque part aimé, accepté tel qu'on est, avec toutes nos blessures. Et c'est vraiment ces deux Alors, points-là, le tu concret fais bien et aussi. l'acceptation. Tu fais bien aussi de le préciser parce que donc Anne Guiringhelli, qui a écrit cet ouvrage avec moi, est journaliste et notamment sur les questions de santé. Et c'est aussi ce qui a convaincu notre éditeur d'apporter ce côté, pas juste, on part, c'est pas une question de partir dans tous les sens, c'est que est-ce que vous êtes en capacité d'expliquer concrètement comment ça marche et moi, je suis absolument pas contre l'ésotérisme ou le spirituel, mais dès l'instant où on est quand même en mesure d'expliquer à quelqu'un comment ça fonctionne pour qu'il puisse se faire sa propre expérience. Et ce que tu dis là, c'est aussi mon vécu. Combien de fois on m'a dit, par exemple, et peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont se reconnaître ce soir, moi, c'est l'expérience de 12 ans de ma vie que j'ai écrit dans ce livre. Tout ce que j'ai écrit, il y a plein d'exemples concrets, d'anecdotes de ma vie. C'est des choses que j'ai vécues. Et quand, il y a quelques années, je cherchais la réponse à concrètement comment on fait pour se libérer de ce qui me fait peur et de ce qui me terrorise, et qu'on me disait, il ne faut pas que tu y penses parce que tu vas te l'attirer davantage, Ouais, non. excuse-moi, mais cette façon de résumer simplistement la loi de l'attraction, moi, m'amenait à avoir encore plus peur parce que comme on ne m'expliquait pas comment ça fonctionnait, ben, j'avais l'impression que rien que d'avoir la pensée, je risquais de m'attirer ce dont j'avais le plus peur. Mais le problème, c'est que comment tu fais pour arrêter de penser à quelque chose qui te terrorise? Donc non seulement j'y pensais encore plus, mais en plus j'avais encore plus peur d'y penser. Enfin, c'était le serpent qui se mord la queue. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc ça a été une volonté personnelle de ma part de m'allier avec quelqu'un qui était journaliste pour le Mhm. défi que ça représente également, parce qu'on a tendance à dire que ces deux milieux sont plutôt opposés, développement personnel et journalisme. Non, nous, on a fait le défi de rassembler nos compétences et justement de proposer un ouvrage qui garde, je le redis, cette partie de spiritualité, parce qu'il y a cette connexion aux autres qui pour moi est indispensable, mais en ayant les moyens d'expliquer concrètement comment ça fonctionne. Voilà. L'effet Oui, miroir, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, les blessures, concrètement, comment elles impactent la morphologie. C'est des questions importantes, il y a des psychiatres qui ont travaillé dessus, et à la base, il faut aussi, quand on travaille avec ce sujet-là, être en capacité de parler du travail qui a été fait par ces gens-là aussi. oui, puis ça donne, je pense, parce que tout le monde n'est pas connecté à la spiritualité, tout le monde ne connaît pas la loi de l'attraction, et le fait de pouvoir rentrer comme ça dans le concret, pouvoir l'expérimenter simplement dans la vie quotidienne, je pense que ça fait toute la différence. J'ai continué à regarder un petit peu les personnes qui se connectaient. La mienne, elle n'a pas encore répondu. Donc, si vous ne l'avez pas encore mis, est-ce que les blessures, c'est une découverte pour vous ce soir ou est-ce que vous êtes habitué avec ces notions de blessures émotionnelles? Comme ça, Carole va pouvoir nous donner un akouski du sujet, parce que Eh bien, c'est très écoute, vaste pour aussi. l'instant, je peux toujours rappeler ce que sont les blessures émotionnelles pour les personnes qui arrivent et puis le temps qu'elles commentent. Donc, les blessures émotionnelles, ce sont ces événements du passé qui nous ont marqués déjà émotionnellement et dont on a cherché peut-être à se protéger parce qu'avec les moyens qui étaient les nôtres, on a été touché, ça a été inconfortable, ça a pu générer des croyances à notre sujet pour essayer de mieux comprendre cet événement, y mettre du sens, également la peur de le revivre, également une ligne de conduite pour s'éviter de revivre cet événement. Et tout ça, ça ne s'est pas forcément passé de manière consciente. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au présent, eh bien, c'est que souvent, face à un événement de vie, donc on va avoir des réactions dans le présent, des réactions qui sont émotionnelles, de peur, de tristesse, de colère, de culpabilité, de honte, parfois juste de la frustration, qui sont des indicateurs qu'il y a quelque chose qui a été touché à l'intérieur de nous. Par rapport, il y a ce qui se passe dans l'environnement extérieur, mais il y a pourquoi, qu'est-ce que cet événement est venu toucher à l'intérieur de nous. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'un même événement, déjà peut activer des réactions différentes
chez les gens. Ça, c'est la première chose à comprendre, c'est que tout le monde ne réagit pas de la même manière à ce qui peut être inconfortable pour nous dans le présent. Mais même pour des personnes qui réagiraient, qui vivraient la même émotion, admettons que la nôtre, imaginons qu'on vive face à une situation de personnes de la colère, et bien, c'est pas dit que par rapport à cette émotion, ce qui déclenche la colère, ce soit exactement la même perception. Et moi, c'est ça qui me fascine. D'ailleurs, je pourrais tout de suite commencer avec un exemple pour vous montrer ce que vous allez pouvoir faire des blessures émotionnelles. Concrètement, à quoi ça sert? Je me rappelle, donc j'organise des séminaires en France et à l'étranger, et ça a une importance pour l'histoire que je vais raconter. Ce jour-là, on se trouvait en Espagne, et puis on était donc avec des clientes autour d'un café, et on redébriefait sur un exercice qu'on avait fait le matin. Et puis à côté de nous, en terrasse du café, s'est installé un groupe de personnes donc, qui parlaient espagnol et qui s'est mis à parler très fort. Et alors là, j'ai vu donc qu'on essayait toutes de s'entendre parce que les Espagnols sont très conviviaux, très festifs, et donc ils étaient heureux de se retrouver, de célébrer ça. Et nous, on faisait tant bien que mal à côté, on essayait de se concentrer sur la structure. Alors déjà que c'est dense le contenu, généralement quand on travaille sur soi, mais alors là, on était dans les conditions où pour se concentrer, c'était pas idéal. Et j'ai commencé à voir pour chacune des clientes qui étaient là, qui étaient dérangées par ce qui se passait à côté, le mode de réaction émotionnelle. Chacune vivait une forme de frustration. Donc, elles étaient dérangées par ce qui se passait à côté. Mais ce qui était intéressant, et pourtant c'était magique, parce qu'on était quand même en train de travailler sur cet exercice au moment où ça se passait. Pour autant, comment elles réagissaient, prises par leurs émotions, pour essayer d'arranger la situation, à savoir augmenter les chances que les Espagnols parlent moins fort. Prises par leurs émotions, sans remise en question de ce qu'elles ressentaient et pourquoi elles le ressentaient, il y en avait certaines, j'imagine que vous pouvez commencer à deviner ce qui se passait, qui commençaient à souffler. Puis d'autres, alors tu as aussi la méthode, tu te retournes brusquement, tu vois, comme ça. Et tu te dis que ça va aider, tu vois. Et tu vois, tout ce... Alors, j'ai arrêté l'exercice et je leur ai dit, stop. Là, situation basique, sans forcément qu'il y ait énormément d'émotions, donc idéal pour comprendre le fonctionnement des blessures émotionnelles. Qu'est-ce que vous êtes en train de ressentir et pourquoi? Quelle est votre perception? Et ce qui était drôle, c'est que si chacune vivait une émotion de frustration, eh bien, il y en a une qui le vivait parce qu'elle avait l'impression que c'était de l'irrespect, que les Espagnols parlent fort. Il y en avait une autre pour qui ce n'était pas tout à fait de l'irrespect, c'était du sans-gêne. Et pour une autre, c'était de l'impolitesse. Donc tu vois trois personnes, on pourrait se dire qu'ils réagissent à ce qui se passe, mais non, trois versions différentes de la situation et trois perceptions différentes. Une fois qu'on a ça, dans l'ouvrage, j'explique quel est le problème racine qui est touché. Et là en l'occurrence, c'est la ligne de conduite de chacune. Donc ça, on pourra le détailler plus tard si tu veux. Mais le but de faire ça, c'est que du coup, c'est d'observer la différence qu'il y a avec la réaction que tu apportes quand tu es juste émotionnel, donc que j'ai décrit tout à l'heure, de frustration, d'agacement, et de se dire concrètement, à court terme, tu es en train de décharger ta frustration, mais est-ce que à faire ça sur le long terme, tu augmentes ou tu diminues les chances de voir les Espagnols baisser d'un ton? Et même si tu te lèves pour aller leur parler, comment tu vas leur parler? Quel va être le ton de ta voix? Il y a des chances que tu sois dans l'accusation, l'agressivité et le jugement si tu crois que tu es sur une perception de sans-gêne, d'irrespect et d'impolitesse. Alors que quand tu fais le travail de voir ce qui a été touché chez toi, à quel événement concrètement, ça fait appel aussi, pourquoi tu as cette ligne de conduite dans ta vie, bien tu te rends compte que dans ce qui est en train de se passer, il y a une prise de conscience importante pour toi. Et tu te rends compte, et donc cette prise de conscience t'amène à mieux te connaître, et donc du coup d'avoir ton cœur qui s'ouvre aussi à ce qui se passe avec les autres, parce que l'autre devient contributeur de cette connaissance de toi et de cette conscience. Du coup, de tous les exercices après que je décris dans le livre pour retrouver son pouvoir sur l'émotion, eh bien, ça fait que tu deviens plus stratégique dans la réponse à apporter. C'est-à-dire que plutôt que de souffler, plutôt que de te retourner d'un coup, peut-être que de faire cet exercice, tu vas y aller de manière plus apaisée, en étant stratégique, c'est-à-dire si je veux que le résultat ce soit potentiellement qu'elle parle moins fort, eh bien, c'est peut-être plus stratégique d'y aller en commençant par bonjour, en souriant. Et ce qui était top justement pour finir l'histoire, c'est que justement, j'ai parlé de la culture espagnole parce que dans la culture espagnole, c'est convivial de parler fort. Ce n'était pas une question d'irrespect, d'impolitesse ou de sans-gêne, mais quand on est émotionnel, on ne va pas s'ouvrir à cette compréhension des choses. Et là, en l'occurrence, c'était top parce qu'on était face à une culture différente qui a une vision du partage et de la convivialité différente.
Et clairement, de savoir ça, bah, les clientes n'avaient pas la même réaction, ne voyaient pas les gens de la même manière et donc n'auraient pas agi de la même manière avec eux si elles s'étaient déplacées pour aller leur parler. Voilà concrètement ça, ce que ça donne sur une situation basique de tous les jours. Ce que vous pouvez en faire, imaginer avec le conjoint, la conjointe, la famille, surtout en cette période d'approche des fêtes de Noël, où généralement les rassemblements familiaux sont un terrain fertile à l'expression des blessures émotionnelles. C'est assez vrai. Alors, tu as déjà enthousiasmé les foules là avec ton exemple. Donc, tu avais plein de coucous, des petits cœurs, des petits pouces qui arrivaient. Et on a Lamia qui nous a signalé tantôt qu'elle, elle ne connaissait pas les blessures, qui nous demande si on peut travailler ses frustrations, donc C-E-S, le déterminant, et agressivité chez certains. Donc, pas les siennes, mais ses agressivités chez l'autre. Alors, déjà, avec les blessures émotionnelles, merci Lamia pour ta question, c'est important de se concentrer sur là où on a du pouvoir soi. On perd beaucoup d'énergie à essayer de changer ce qu'on ne peut pas changer. Et ce qui est dingue avec les blessures, c'est que ce que tu nommes agressivité, je me suis permis de te tutoyer Lamia, et vous pouvez me tutoyer d'ailleurs sans problème, ce que tu nommes agressivité, en travaillant sur pourquoi tu le perçois comme tel, tu pourrais peut-être avoir une autre perception d'un même comportement. Donc déjà, si tu veux travailler l'agressivité de l'autre, il s'agit déjà, toi, de te demander de séparer les faits de tes interprétations. C'est-à-dire concrètement, ce que je nomme agressivité, qu'est-ce que c'est? Quel mot? Quelle attitude? Quelle est la phrase qui a été prononcée? Ou comment la personne se tient? Et donc de constater, est-ce que tout le monde mettrait nécessairement le mot agressivité sur le comportement de cette personne? Et c'est pour ça que des fois, c'est très compliqué pour moi de répondre aux questions des personnes en direct, parce que je réponds à une interprétation des faits, pas aux faits directement. Et l'interprétation des faits est déjà biaisée chez chaque personne par les croyances limitantes, par la ligne de conduite, donc les problèmes racines, les fameux 4 problèmes racines que j'explique dans le livre. Donc non, Lamia, tu n'as pas la possibilité de changer l'agressivité de l'autre sans son consentement, mais par contre, tu peux faire évoluer ton regard sur ce que tu perçois comme de l'agressivité, et même si c'en est comme tel, tu peux changer ta manière d'y réagir, c'est-à-dire ne plus être émotionnel et devenir stratégique. Accéder à ton potentiel, tes ressources qui sont limitées quand tu es en réaction émotionnelle, c'est-à-dire justification, repli sur soi ou accusation. Tu as abordé une notion, alors je vois bien dans les personnes qui sont présentes qu'il y en a plusieurs qui sont déjà familières avec cette notion, mais je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, la distinction entre les faits, les perceptions, les faits, les histoires. Et il y a Lamia qui te remercie avec un petit cœur pour ta réponse. Donc, est-ce que peut-être tu peux préciser juste ça, parce que je pense que ça va être important pour le reste de ton discours, que ce soit bien clair dans la tête de tout le monde. Alors, merci. Les faits, c'est neutre et observable par tous. C'est-à-dire que si vous me décrivez la situation qui vous pose problème, je dois voir exactement la même chose. Les faits, c'est il a dit cette phrase-là, mot pour mot. C'est pas Mhm. il a été agressif. Il a été agressif, c'est une interprétation des faits. Si tu me dis il a été agressif, j'ai ma propre vision de ce qu'est l'agressivité. Et c'est pas dit qu'on parle de la même chose. Par contre, les faits, il a dit que j'étais mal coiffée, j'en sais rien. Petit coucou à ma maman qui me fait cette dédicace à chaque fois que je suis en entrevue. Donc voilà, ça c'est un fait. Ma mère me dit que je suis mal coiffée en entrevue, c'est un fait. Ma mère a été agressive, c'est une interprétation des faits. Ma mère me rejette quand elle dit ça, c'est une interprétation des faits. Ma mère me rend service en m'aidant à mieux me coiffer pour les prochaines entrevues. C'est une autre interprétation des faits possibles sous le trait de l'humour. J'adore. Merci beaucoup. Et du coup, petit bisou à ma maman aussi, qui régulièrement me fait la même chose. Mais le jour où j'ai commencé à voir ça comme ça et à pas me dire, à ne pas avoir la perception du message, ma maman me dit que je ne suis pas assez bien, ma maman me dit que je ne fais pas les choses correctement, mais dire simplement elle-même et elle met son sens de l'esthétique à mon service, bah, c'était tout à fait différent. Du coup, je le Mais tu sentais plus vois, dans le cœur que de bouillir, quoi. si tu me le permets, il y a une histoire justement par rapport à ça qui va beaucoup parler, je pense, à ton audience, justement qui vient entre cette histoire de faits et d'interprétation des faits. Est-ce que c'est OK pour toi que je la partage Mhm. aussi, celle-ci? Avec Oui. grand plaisir. Donc cette histoire, elle s'est passée donc le jour de mes 32 ans et ce jour-là, je reçois donc un cadeau d'une personne qui est proche et donc d'une personne de ma famille avec
écrit sur ce paquet cadeau, sur un petit post-it, les mots que j'attendais depuis très longtemps. Et ce qui était dingue, pour vous expliquer la différence avec les faits et l'importance de remettre en question ses perceptions, c'est que le même cadeau, avec le même post-it, moi, en étant vide 10 ans en arrière d'amour de moi-même, je ne l'aurais pas reçu de la même façon. 10 ans en arrière, je me serais dit, non mais d'accord, ce cadeau, mais la personne m'écrit ces mots sur un post-it. Ben vraiment, c'est que je ne suis pas importante pour elle. Elle n'a même pas pris le temps d'écrire sur une carte postale. Et puis les mots étaient écrits au crayon à papier. Ben, en plus, elle n'a pas pu attraper un stylo pour me l'écrire. Elle l'a fait à la main levée, tu vois. Quand tu remets en question cette interprétation qui en fait te fait bosser, parce que ça veut dire que tu es vide de reconnaissance et d'amour de toi-même à l'intérieur. Le jour où j'ai reçu ce cadeau, ce qui était beau, c'est que j'attendais plus cette reconnaissance, j'attendais plus cet amour. S'il arrivait, c'était du bonus, mais c'était quelque chose avec le temps, grâce à cette personne, que j'ai appris à me donner à moi-même. Ce qui fait que le jour où ça arrive, là où j'aurais vu je ne suis encore pas assez, je voyais au contraire la difficulté pour cette personne d'oser m'écrire ce qu'elle ne se dit jamais à elle-même. Et du coup, de me mettre à pleurer de gratitude, d'être touchée par un post-it qu'il y a 10 ans en arrière, j'aurais pu vivre avec une colère folle. Le même fait, la même situation, mais pas la même lecture et la même réaction derrière. C'est ça, le travail sur les blessures émotionnelles. C'est très profond. Et on a une belle question qui est passée de Fanfan. Mais avant, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. J'ai énormément de personnes qui vivent ça dans les couples, cette notion de ne pas être assez. Et moi, j'aime bien la notion de caméra. Et tu viens de l'illustrer d'une très très belle façon. Souvent, on a la caméra qui est braquée sur soi et sur ce qu'on voudrait tellement avoir. Et on pense, enfin en tout cas, la majorité des gens, surtout quand on est émotionnel, pensent rarement à se dire, mais tiens, qu'est-ce que ça a coûté à l'autre, justement ce post-it que tu viens d'évoquer. Et je pense que dans un couple, c'est une bonne clé aussi de regarder quel est le chemin que l'autre a fait et il y a plein de façons d'exprimer son amour, ses sentiments. Et c'est pas forcément la façon qui est la nôtre, mais c'est pour ça que c'est moins fort et que le être assez, ben, ça part de soi. Donc merci d'avoir donné cette notion, c'est très précieux. Donc on a Fanfan qui dit je suis de la génération ma liberté s'arrête où commence celle des autres. Et j'ai dû faire un gros boulot sur moi pour passer outre. Et elle disait ça par rapport à l'exemple, le premier exemple que tu as donné. Je pense que c'est vrai que ça s'interpénètre en fait les libertés des deux personnes dans ce que tu parles avec les blessures émotionnelles. Je sais pas si tu as quelque chose que tu voudrais répondre à Fanfan. Mais en fait, c'est même pas là la question de la liberté, c'est une question de si l'autre ne prend pas en compte ta liberté, bah, c'est Ouais. bien beau le principe, mais derrière, tu vas pas changer l'autre. Donc, Mhm. il est question de se dire si même je suis face à de l'irrespect, admettons, mais concrètement, où est-ce que j'ai du pouvoir? Et si j'ai du pouvoir, comment être stratégique pour que l'autre aille dans le sens, quelque part, que je veux? Parce que il est question de se demander pour nous-mêmes, en fait. Ça nous arrive à tous de transgresser les libertés de quelqu'un sans même nous en rendre compte. On ne le fait pas toujours volontairement. Moi, les gens que j'accompagne, ce ne sont pas des gens qui ont de mauvaises intentions de nuire. C'est des gens qui font de leur mieux. Et comme tout le monde, parfois, quand tu fais de ton mieux, c'est à côté de la plaque, où ça passe pour de la prétention, ou de l'indifférence, ou de transgresser les libertés de quelqu'un. Et du coup, il est question de se dire, si c'est ça aussi pour la majorité des gens, mais comment on aimerait qu'on vienne nous le faire remarquer? Et souvent, quand on croit que l'autre est en train de restreindre nos libertés, nous, notre responsabilité, c'est quelle réaction on apporte, qui est absolument pas stratégique, qui fait que l'autre ne nous écoute pas, l'autre se braque, et l'autre va juste chercher, comme il se sent agressé, à défendre sa partie. Donc, et l'autre, du coup, se dit, elle transgresse aussi mon espace de liberté en s'adressant à moi de cette manière. Deux personnes qui veulent la même chose et qui ne se comprennent pas. Donc, Ouais. il est juste question de se dire, euh, si ce que je veux, c'est que l'autre respecte mes libertés, ben, il y a des gens qui le comprennent très bien. Il y a des gens qui le comprennent, mais qui ne le font pas exprès et qui vont transgresser vos libertés. Il y a des gens qui volontairement vont transgresser vos libertés. Mais dans tous les cas, le seul endroit où vous avez du pouvoir, c'est vous. Donc, il est juste question de se dire, moi, comment je peux améliorer ma gestion émotionnelle pour, si ça arrive, rester connecté à mon potentiel stratégique et pas juste partir dans les trois réflexes que je décrivais tout à l'heure, qui sont des mécanismes de défense, Ouais. agressivité, fuite ou justification.
tout à fait. Et ça me fait du bien aussi ce que tu expliques là. Moi, j'aime bien quand je fais des interviews, je trouve on reçoit toujours plein de cadeaux parce qu'il y a des petits exemples comme ça qui viennent souvent donner une petite clé là où on en a besoin. Et d'ailleurs, je vous invite, hein, pour toutes les personnes qui sont en ligne, à éventuellement poser votre intention. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Dire avec quoi est-ce que vous voudriez repartir à la fin de cette interview, parce que votre cerveau en arrière-plan, il va processer et il va être plus attentif justement à ce que vous aurez demandé. Et donc, pour revenir un petit peu, donc il y a un beau petit tableau dans le livre, hein, dans l'introduction, tout au début ici, dans ce que vous avez appelé l'heure du diagnostic, avec les différentes blessures. Je ne sais pas si tu peux, ne fût-ce que peut-être les citer pour que les personnes suivent Alors, un petit peu. justement, ça fait partie, tu me parlais tout à l'heure des points de divergence avec ce qui existe aussi sur les blessures émotionnelles. J'aurais pu le dire tout à l'heure, c'est aussi que l'idée de ce livre dans la session, donc l'heure diagnostic, c'est que tu n'as pas besoin pour moi de connaître tes blessures émotionnelles pour travailler dessus. Et c'est Merci. justement, voilà, j'avais oublié, mais c'est quand même important de le dire, effectivement. Euh, Justement, leur diagnostic, on ne commence pas par dire j'ai telle blessure émotionnelle et donc maintenant que je sais, on part sur sa résolution. Moi, ce que j'aime, c'est quand il y a plein de gens qui ne savent pas identifier leurs blessures. Déjà parce qu'on en a 4 au minimum à différents degrés. Aussi parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a une partie d'inconscient, une partie de protection, donc c'est normal. Parce qu'on a nos charges émotionnelles, donc à mon sens, c'est important de respecter ça. Mais ça ne doit pas être une excuse à se dire que parce que je n'ai pas le nom, je ne peux pas travailler dessus. Et donc l'idée de cette heure diagnostique, ben, c'est de partir des traces du présent. Donc concrètement, ça peut être observer ma morphologie, ça peut être observer dans le mois dernier quelles ont été les émotions que j'ai ressenties le plus souvent et pourquoi. Ça peut être également d'observer si j'ai des croyances limitantes dans l'instant présent. Tout ça, pour moi, peu importe que vous connaissiez votre blessure émotionnelle ou pas, il s'agit de partir sur dans le présent, ma vie démontre quoi. Je suis réactif à quoi. Je suis touché par quoi. Et donc, j'ai des gens qui, c'est dingue, hein, mais dans mes séances de coaching, parfois on ne parle absolument pas de blessures d'injustice, de rejet, de trahison, d'abandon. On parle de croyances limitantes de je ne suis pas assez, de peur de ne pas se sentir légitime, de peur de ne pas être à la hauteur. Et à la fin de son accompagnement, la personne se dit, mais ah ben ça y est, je me sens mieux. Et j'ai toujours pas compris quelle était ma blessure majoritaire, tu vois. Mais elle a des pistes et elle se rend compte, c'est vraiment très important que elle s'est limitée un temps de sa vie à se suspendre en fait à cette définition de sa blessure qui est le moyen idéal pour rester en dépendance et en impuissance d'une blessure émotionnelle. Alors que non, non, en réalité, peut-être que vous aurez des indices en travaillant à partir de ce que vous allez constater dans votre quotidien, mais la blessure émotionnelle est passée. Donc c'est ce qui reste au présent, les traces sur lesquelles c'est intéressant de concentrer son attention. Donc voilà, dans l'heure du diagnostic, eh bien, on s'appuie sur cette idée. Et moi, j'aime beaucoup prendre le contre-pied de ce qui existe et l'assumer et le défendre. Hein. C'est pas tout juste pour me faire la Non, reine, tu non. vois. C'est vraiment pour le démontrer parce que je vois trop de gens qui se disent j'ai une grosse blessure d'abandon avec 23 O, tu vois. Mais même si tu as une grosse blessure 23 avec 23 O, eh bien, tu peux, dans ton quotidien, observer concrètement ce qui se passe et commencer à bosser, non pas sur les 23 O qui existent, mais sur la prochaine fois que tu as peur, la prochaine fois que tu es face à ta croyance limitante. Ouais. Et puis tu as dit observer par exemple dans le mois qui vient de s'écouler un petit peu les émotions qui ont été prédominantes. Et moi, si je regarde à titre personnel, oui, j'aurais pu mettre à un moment donné de ma vie 23 O dans la blessure d'abandon. Et pour autant, je sais qu'il y a des moments où l'émotion que j'allais ressentir allait être plus liée peut-être à des blessures de trahison, d'injustice ou autre, tu vois. Comme tu dis, on a les quatre. Et je trouve que c'est une belle liberté aussi pour rebondir sur la notion de liberté de enfant que tu apportes avec ton livre, c'est de se désidentifier, de ne pas se balader avec une étiquette comme ça. Ah, j'ai telle blessure, donc je filtre ma vie au travers de ça, mais de pouvoir se dire, tiens, quelle partie de moi est en train de réagir là à ce qui se passe? Exactement, les blessures émotionnelles, et ça tu fais bien de le répéter, ne nous définissent pas. Combien de fois j'entends je suis en couple avec un contrôlant? Non, vous êtes en couple avec un être humain qui a Oui, peut-être la blessure de trahison. Si tant est que ce ne soit pas vos perceptions qui vous montrent des aspects que vous n'aimez pas et que vous déduisez que c'est la blessure de trahison. La blessure émotionnelle se définit par deux choses.
les réactions émotionnelles qu'on a dans la vie de tous les jours et la morphologie, le global. Pas par le ressenti, pas par je parle souvent d'injustice, donc j'ai souvent la blessure d'injustice, pas par j'ai été abandonnée dans ma vie, donc j'ai la blessure d'abandon. Non. Concrètement, comment je réagis à ce qui me touche dans la vie de tous les jours et que dit ma morphologie. C'est ça qui définit la blessure majoritaire, en sachant que, comme je l'ai dit, on a 4 blessures émotionnelles au minimum, à différents degrés. Donc, même une personne qui aurait la blessure, je ne sais pas, d'abandon majoritaire, ne va pas se comporter comme une autre qui aurait la blessure d'abandon majoritaire. Parce que c'est important de comprendre aussi que les blessures ne définissent pas les êtres humains, mais en plus, si tu connais que les blessures sans connaître les valeurs de l'être humain, c'est-à-dire où est-ce que ça s'applique dans sa vie, ça ne sert à rien. Parce que si tu parles, je ne sais pas, de mérite ou d'engagement à quelqu'un qui a la blessure de trahison dans le sport et que le sport, ce n'est pas une valeur haute pour lui, il va te regarder en disant non mais tu vois, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Si tu associes le fait que dans les valeurs prioritaires de cette personne dans sa vie, le travail est une valeur haute et que tu sais effectivement que dans la blessure de trahison, l'engagement c'est important, mais que tu le relis à dans quel domaine? Là, c'est puissant. Mais du coup, ça pose une autre question qui est pour s'intéresser aux valeurs d'une personne, il faut faire quoi? Eh bien, il faut s'intéresser sincèrement à elle. C'est pour ça que je dis souvent que les blessures émotionnelles ne définissent pas les gens et surtout ne mettent pas les gens dans des cases ni des étiquettes. Parce que pour en arriver à comprendre le profil de quelqu'un, eh bien justement, l'essence même des blessures émotionnelles, c'est de s'intéresser sincèrement à elles. Ouais. Et pareil pour soi, pour comprendre aussi ses propres blessures émotionnelles, c'est aussi d'abord pouvoir se donner cet amour-là à soi, cet intérêt à soi, de ne pas être forcément dans le jugement, mais d'être un peu, moi c'est peut-être mon côté scientifique qui parle, mais de tourner le microscope sur soi et de se dire, ok, mais moi qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et de se donner cette attention, de se porter du temps, de l'attention, de la bienveillance pour entendre ce qui Mais s'agit de nous. tout à fait, parce que tu vois, dans la ligne de conduite, donc qui est les problèmes racines qui sont communs aux blessures émotionnelles. Donc il y a la ligne de conduite, il y a les croyances limitantes, il y a la peur de revivre une blessure et il y a ce que j'appelle la supposition. Et bien concrètement, ce que tu viens de dire, ça fait partie de la ligne de conduite aussi de certains profils majoritaires. Parce que tourner le microscope sur soi, si dans ta ligne de conduite, tu as pour ne pas être rejeté, ou jugé, ou critiqué, ou trahi, ou abandonné, je ne dois pas être égocentrique. Et ben c'est le genre de choses que tu ne vas pas faire. Tu ne vas pas aller te regarder, tu ne vas pas aller faire un travail en coaching parce que ça pourrait passer pour de l'égocentrisme. Et si dans ton cerveau, être égocentrique par rapport à tes blessures passées, c'est égal à potentiellement augmenter tes chances d'être rejeté, abandonné, critiqué, eh bien, le bénéfice que tu obtiens inconsciemment, c'est de t'éviter de revivre cette blessure, et, enfin, de croire que tu peux te l'éviter, parce que c'est même pas sûr, mais à quel prix? Oui. Et donc, c'est intéressant parce que c'est une démarche qu'on ne va pas oser faire pareil. L'humilité. Combien je vois, j'avais encore des coachings tout à l'heure sur cette notion-là. Addiction à la modestie, à l'humilité. Parce que dans ma ligne de conduite, mon image sociale est meilleure si je dis que je suis que ça et que je démontre que ça. Mais quelle pression et quel contrôle de dingue tous les jours. Des gens du coup qui se retrouvent avec la problématique avec ça, de ne pas connaître leurs valeurs. Et évidemment, si reconnaître ta valeur, ça impliquerait quoi? Trahir ta ligne de conduite, qui est que si je reconnais ma valeur, est-ce qu'on va dire que je suis humble ou pas? Donc, et du coup, comment on fait ce choix-là entre la ligne de conduite et l'envie de reconnaître ma valeur? Tout ça, c'est des problématiques de coaching qui s'apprennent avec l'entraînement, mais ça demande du temps, de la répétition, de la patience. Et c'est un travail qui est magnifique, mais comme quoi, c'est pour illustrer comment la ligne de conduite, sans qu'on en ait conscience, peut générer des problématiques qui, en apparence, n'ont aucun lien les unes avec les autres. Pour ça que je trouve que c'est très beau le parcours. Donc au travers, alors vous verrez hein, dans le livre, il y a plein d'endroits, vous avez des espaces d'exercice. Et alors moi j'aime pas du tout d'écrire dans les livres. J'aime bien que ces petites pierres précieuses, mais en plus comme ça vous pouvez les refaire. Donc euh, moi j'aime beaucoup. Il y a des livres parfois vous avez aussi des cahiers que vous pouvez joindre avec. Donc achetez-vous un beau cahier, faites tous les exercices de Carole. Vous pourrez aussi comme ça vous voir peut-être évoluer. Et je rappelle qu'il y a un tirage au sort pour les personnes qui restent jusqu'au bout du livre. Voilà.
justement, dans ce livre, je ne l'ai pas écrit en me disant c'est une entrée de gamme et les gens qui ont envie d'en savoir plus, ils travailleront avec moi. Ce livre, Ah je non. l'ai écrit en mettant mais tout ce que je suis en mesure d'apporter. Ça m'arrive plein de fois pour des personnes qui ne savent pas si l'approche que je peux proposer est la bonne ou pas, leur conseiller de lire le livre, de faire les exercices parce que je leur dis déjà, vous allez avoir une idée très concrète et complète de ce que je suis en mesure de vous apporter et de savoir si ça peut le faire ou pas. Parce que clairement, tout le monde n'a pas envie de l'entraînement que ça demande, parfois quotidiennement avec les années, parce que par exemple, une croyance limitante, elle se renforce avec le temps. Donc, ce n'est pas la même chose quand j'accompagne une personne de 30 ans et une personne de 60 ans. Parce que j'ai conscience qu'il y a le poids des années à renforcer quelque part nos perceptions. Et puis le corps qui s'habitue aux émotions qu'il ressent le plus souvent. Donc, clairement, tout le monde n'a pas envie de l'approche que je propose, qui est un entraînement quotidien et qui demande des efforts conscients. C'est pas juste je me mets devant la fenêtre, je regarde la lune et j'attends de me transformer, en fait, tu vois. C'est important de le dire. Mais c'est important parce que cette méthode-là, et c'est pas qu'elle est mieux ou moins bien qu'une autre méthode qui serait peut-être plus dans, je sais pas, l'art-thérapie, ou c'est autre chose. Et c'est important de bien se connaître pour savoir est-ce que j'ai besoin de cette méthode-là pour équilibrer peut-être un côté plus créatif, intuitif, ou est-ce que au contraire j'ai besoin de méthodes, je suis déjà assez dans le concret, le pragmatique, et j'ai besoin de méthodes qui lâchent un peu la pression en gros, tu vois. Tout le monde n'a pas besoin de cette méthode-là. Tout dépend du tempérament aussi de la personne et de ce qu'elle recherche. Et puis peut-être de l'époque de vie aussi, des challenges qu'on rencontre. Il y a des moments où on va peut-être se dépasser plus parce qu'il y a quelque chose qui vient vraiment nous chercher dans nos valeurs hautes. Enfin, moi, je sais que ce sont mes valeurs hautes qui m'ont fait aller vraiment travailler très très fort sur certaines blessures. Euh, Comme tu dis, au quotidien, presque comme si c'était un entraînement pour un marathon, et de le faire avec des groupes ou des binômes, tu vois, pour, OK, alors là, c'est quoi, où est-ce que je réfléchis, comment est ma lecture, enfin, et de pouvoir analyser les choses. L'entraînement, il se situe déjà de base sur séparer les faits des interprétations. Quand on croit qu'on n'a pas de pouvoir, commencer, c'est dur au début quand tu penses, quand tu te sens victime de tes blessures, d'avoir le réflexe de te demander, mais ok, il n'y a jamais une situation où j'ai zéro pouvoir. Où est-ce que j'ai du pouvoir? Quand tu n'as pas l'habitude, il faut créer les circuits de pouvoir le percevoir. Donc ça prend du temps. Et puis ça demande d'accepter que peut-être tu ne sais pas, au début tu testes, c'est maladroit, c'est normal. Mais c'est aussi toute la beauté d'accompagner les gens. Seulement, voilà, je ne mens à personne en disant clairement, voilà concrètement, si vous travaillez avec moi, ce que ça va demander. Et je leur explique pourquoi. Qu'au niveau du corps, le corps s'est habitué, comment les croyances se renforcent et qu'elles peuvent inverser ça. Mais concrètement, ce n'est pas en une semaine de travail à inverser tes perceptions que tu vas inverser 10 ans à renforcer ça tous les jours. Donc, il faut savoir quand tu montes sur le ring, en fait, ce que tu vas mettre en face. Et que ça va te demander de la patience. Et si tu as une tendance à te dénigrer, eh bien, est-ce que tu es prêt justement à ne pas te remettre une nouvelle petite dose de tiens, je suis pas assez, tiens, c'est pas assez bien ce que je fais? Non, d'accepter que c'est normal et que ça va prendre du temps, ça fait partie du processus. Alors manifestement, tu touches les gens avec ton expérience, enfin ton exemple. Quand tu as parlé du ring, il y a les petits cœurs qui ont commencé à affluer. Donc, je pense que, Ça, c'est ceux qui ont la blessure de trahison majoritaire. Nous sommes là. Et moi, j'ai envie de poser une question croustillante. Je suppose Allez, que tu dois croustille, l'entendre dis-moi. souvent, mais pas croustillante dans le sens, on va dire, chaleureux du terme, mais parce que tu parlais des personnes qui étaient en posture de victime, et tu disais être prêt à un moment donné à expérimenter une autre posture, à donner la chance aussi à notre corps de vivre une autre chimie. Euh, Tu peux nous dire un mot sur les pervers narcissiques, Carole, s'il te plaît? Oula, alors, c'est pas que je veux pas le faire, mais c'est que pour vraiment expliquer et que ce soit bien reçu, la Prendre du manière dont temps. je parle des pervers narcissiques, je vais essayer, mais je ne voudrais pas que ça donne l'effet contraire de ce que je voudrais apporter, en fait. Mais sinon, je peux Euh, référencer à ta vidéo, tu en avais parlé une fois, je peux la repartager. Si tu es plus confortable alors, avec le fait que tu partages l'autre, c'est OK. ce que je peux dire déjà, c'est que c'est comme tout à l'heure, en fait, je vais parler de mon expérience dans la mesure de ce que je peux répondre. Déjà, ce qui est intéressant quand je travaille avec quelqu'un qui me dit être victime d'un pervers narcissique, c'est que je la fais toujours définir ce qu'est pour elle un pervers narcissique. Et là, de base, tu retrouves ma difficulté à répondre à la question qui est que
personne n'a la même définition de ce qu'est un pervers narcissique. Du coup, y a-t-il vraiment, dans la majorité des cas, parce que ça n'a jamais été aussi à la mode, hein, est-ce que Mhm. vraiment il y a autant de pervers narcissiques qu'on le dit? Ou est-ce que, je parlais de la ligne de conduite de nos blessures tout à l'heure, est-ce que ce sont des gens qui incarnent ce qu'on déteste dans notre ligne de conduite? Et là, du coup, on rentre dans un autre débat qui est, est-ce que c'est vraiment le pervers narcissique ou est-ce que déjà c'est mes perceptions qui influencent? Comment je regarde cette personne qui me font en déduire que c'est un pervers narcissique? Donc moi, Mhm. je ne remets pas en question le travail qui a été fait sur les pervers narcissiques, Non, non. je remets en question ce que les gens en font. Parce que ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a un réel effet de mode, justement parce qu'on a du mal avec cette notion de responsabilité à bien la comprendre. On pense parfois que c'est notre faute ou que ça veut dire qu'on l'a cherché si on se l'attire. Absolument pas. Mais de comprendre, et ça c'est mon séminaire sur les jeux de pouvoir, c'est un séminaire que je l'ai donné pour la première fois cette année, euh, clairement j'ai adoré faire ça. Parce que cette prise de conscience de, concrètement pour qu'un jeu de pouvoir s'installe, pervers narcissique ou pas, quelle est ma Mhm. part de complicité? Mais pas complicité dans le sens je le veux bien, je l'ai cherché. Quel est le terrain fertile et favorable qui fait que même s'il y a un pervers narcissique autour de moi, comment ça se fait qu'il reste dans ma vie? Comment ça se fait que j'accepte certaines choses que je ne devrais pas accepter? Et ça me tient tellement à cœur de répondre à cette question, tu ne peux pas savoir, parce que là, on parle de relations même toxiques, violentes, qui perdurent à cause de choses comme ça. Mais le problème, c'est que pour répondre à ces questions sur le web, avec des gens qui ne te connaissent pas, avec les charges émotionnelles qu'il y a derrière, c'est très compliqué de faire passer un message sans que tous les biais, les émotions, le vécu qu'on peut avoir là-dessus s'interposent. C'est pour ça que je vais m'arrêter juste sur ces notions-là pour répondre à ta question, parce que ceux qui veulent vraiment faire ça, là, pour le coup, il faut le faire en accompagnement, où j'ai par exemple 3 jours pour expliquer les notions, ou sur un accompagnement de plusieurs mois, où je peux accompagner la personne, débriefer pour qu'elle comprenne. Et pas juste, bah oui, non mais moi, factuellement, dans ma vie, il y a quand même quelqu'un qui me fait du mal ou qui me fait souffrir. Ça Ouais. demande vraiment euh, déjà de laisser la personne exprimer sa colère, de l'entendre et d'être là pour dialoguer avec elle concrètement, qu'elle comprenne les notions par rapport à ça. Mais je dirais juste, oui, pervers narcissique, est-ce qu'il y a une définition commune? Et moi, je t'assure, dans mon quotidien tous les jours, c'est des définitions différentes. Pourquoi? Parce que chacun perçoit un pervers narcissique en fonction de sa ligne de conduite et n'est pas dérangé par les mêmes choses, même s'il y avait un fameux pervers narcissique. Hmm. Mais je te remercie vraiment de tout mon cœur. Je sais que c'est un sujet qui te touche. Ça me touche aussi parce qu'effectivement, parfois tu vois des personnes qui restent coincées parce que moi je fais de l'accompagnement de personnes qui étaient hommes ou femmes d'ailleurs dans des contextes de violence conjugale ou familiale. Et, j'aime beaucoup ce que tu dis, même si c'était là un petit échantillon, parce que pour moi tu ouvres une fenêtre, tu ouvres une possibilité de se dire il y a peut-être une autre façon de voir les choses que euh, juste une étiquette. Et il y a Surtout, oui, peut-être et des pistes avancées. je ne suis pas obligée de le subir aussi. C'est ça qui est très important. C'est que si vous êtes dans cette situation aux prises, euh, que ce soit dans une relation que vous savez ne pas être saine, on peut parler, hein, moi je le dis dans le livre, les violences conjugales que j'ai connues aussi. Mhm. Tu sais, je comprends, mais je comprends mieux que personne, je pense, cette violence qu'il peut y avoir face à ce sujet. Je le comprends parce que je l'ai moi-même vécu. Et la révolte que je pouvais avoir quand on disait, encore une fois, hein, avec des bouquins de développement personnel, mais quelle est ta responsabilité là-dedans? Avec quelqu'un qui n'est pas en capacité de t'expliquer ce que c'est que la responsabilité. C'est dur Mhm. quand tu souffres d'entendre ça. Ouais. Parce que forcément, tu as toutes tes émotions, puis tu fais de ton mieux et tu comprends pas pourquoi ça t'arrive. Moi, concrètement, je croyais qu'il y avait un truc qui était collé à ma peau, hein, c'était à ce point-là. Et quand en plus on me disait que c'était parce que je provoquais ou parce que j'étais habillée de telle manière, ou parce que bah, déjà que tu fais avec ta honte, ta culpabilité, tu te regardes et tu te dis, mais alors vraiment, c'est ça que je suis, c'est très dur de vivre des choses comme ça. Donc je fais attention, malgré mon désir et l'importance que j'ai de parler de ce message-là, comment je le fais? Parce que je me mets à la place de qui j'étais il y a quelques années et je sais la violence avec laquelle j'entendais ce message. Mais en Ouais. même temps, heureusement qu'il y a des gens qui ne se sont pas arrêtés à ça pour me l'expliquer, parce que j'ai compris ce qui, dans ces relations, créait le fait que je restais. Par exemple, vouloir soulager l'autre de ses souffrances. C'est pas le Mhm. rôle d'un couple. Mais moi, on ne m'avait pas expliqué ça. Et j'avais pas de référence qui me disait qu'il fallait pas faire ça.
Donc, pour le comprendre, eh ben, il a fallu que je fasse ma propre expérience. Et du coup, de comprendre ces choses-là, qui donc étaient ma part de complicité, de responsabilité, font que ben, aujourd'hui, j'ai une relation de couple depuis 10 ans, mais au-delà de mes espérances. Et jamais j'aurais pu imaginer vivre ça. Je le dois aussi à cette prise de responsabilité et d'être passée par ces moments durs. Mhm. Oui, merci beaucoup. J'espère que c'était clair. En tout cas, voilà, j'espère que le message a été reçu de la façon dont toi et moi, on avait envie de le transmettre parce que j'ai bien compris ton intention derrière ça aussi. Merci. Je voudrais revenir sur, bon alors tu as, des coucous, des complètement d'accord avec Carole, etc. qui arrivent, donc je pense qu'on a été bien reçus. Et puis il y a Lamia qui apporte une notion, elle demande si c'est si important de pointer un coupable. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on a une part de responsabilité qu'on a forcément une part de culpabilité. Prendre son pouvoir dans une situation, ça ne veut pas dire qu'on est coupable si on ne le fait pas. Ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne si on n'est pas en capacité de le faire à ce moment-là. Et je ne sais pas si tu veux ajouter un petit mot pour Lamia qui dit magnifique message, Doc Fanfan qui nous fait des petites mains. Donc, je pense que tu as vraiment touché les gens. Bah écoute, en tout cas, c'est ce que mon éditeur m'a dit. La première fois que je l'ai fait relire, il m'a dit c'est un livre qui touchera le cœur des gens. Et ça m'a beaucoup touchée parce que, comme je le redis, ce livre, ça a été vraiment une responsabilité pour le coup de ma part. Pendant 12 ans, j'ai posé la question à tous les thérapeutes que j'ai rencontrés. Est-ce qu'un jour, je vais vivre libre de ce truc-là? J'en ai tellement souffert, j'en ai fait des cauchemars, mais les gens ne se rendent pas compte quand ils me voient aujourd'hui de comment j'étais il y a quelques années. Il n'y a que les gens qui me connaissent vraiment par le passé qui savent. Mais c'était une responsabilité justement de ma part de proposer, de chacun en fera ce qu'il veut, voilà. Mais moi, je sais la valeur qu'il y a dedans parce que c'est ma vie. C'est ce que ma vie a démontré et celle de nombreux clients, puisqu'il y a beaucoup d'anecdotes aussi. Pour répondre sur la question de la responsabilité, déjà, on ne va pas se mentir, on n'est jamais responsable à 100% du temps. Ni Lamia, ni moi. Alors là, si vous voulez, j'ai mon mari à côté, on peut le faire arriver en témoignage. C'est, tu vois, l'important, c'est juste de au moins savoir qu'il y a cette porte ouverte. C'est ne pas se faire croire qu'il y a des situations où on est en totale soumission et zéro pouvoir. Ce qui souvent nous fait croire ça, c'est justement la peur des événements où on a été soumis, parce que dans le passé, on les regarde d'une certaine manière, on n'a pas appris à les équilibrer. Du coup, c'est encore notre terreur actuelle. Mais en réalité, il n'y a jamais un événement. Le pervers narcissique et sa victime, les deux ont du pouvoir l'un sur l'autre. Le persécuteur a du pouvoir, la victime a du pouvoir. Il y a juste, dans la société, l'un qui est plus tabou que l'autre à dire. Mais en réalité, chacun a du pouvoir. Donc, c'est pas parce que tu prends pas ta responsabilité que ça veut dire que tu n'as pas de pouvoir. Mais au moins, c'est un choix. Et tu n'es plus en train de te dire que tu ne peux pas le faire. C'est juste que c'est un choix. Peut-être que tu n'es pas prêt dans l'instant, peut-être que tu as des contraintes, peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être que tu respectes une limite, peut-être que c'est du respect de toi-même aussi. Mais au moins, tu sais. Tu sais que tu peux faire autrement. Et c'est ça la différence entre ne serait-ce que le stade de victime et le stade premier qui est tiens, je m'ouvre, il y a d'autres façons de voir la situation. J'ai d'autres manières d'agir à comment je suis, possibilité de comment je suis en train de le faire maintenant. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, c'est une autre chose. Mais je suis plus dans cette impression que de me laisser happer par le sentiment d'impuissance et de soumission totale. C'est un beau message, je pense que c'est important vraiment pour beaucoup de personnes. Et je vois ici, dans tout ce que tu nous partages ici depuis presque une heure, il y a ce message du changement, du choix qui revient plusieurs fois. Et puis je trouve que c'est un très très bel exemple de tout ça. Alors je te connaissais pas il y a 10 ans ou il y a 20 ans, mais rien que depuis 3-4 ans, 4 ou 5 qu'on se connaît et le temps passe vite. Et puis même les transformations que tu as vécues cette année-ci, moi je trouve que n'importe qui peut aller juste sur ta chaîne YouTube ou sur ta page professionnelle et regarder l'évolution de la puissance de ce que tu offres aux gens. Et, et quand tu partages, que ce soit ici dans l'interview ou dans ton livre, voilà ce que tu as vécu en termes de violence, en termes de souffrance, en termes de perception, je trouve que c'est vraiment un, enfin, on dit toujours un dessin parle mieux qu'un beau discours. Alors ici, c'est pas un dessin, c'est une humaine en chair et en os, mais montrer qu'on peut et que c'est possible et Ah qu'il y a oui, puis personne qui doit encore, s'arrêter dans la case après, il y a une part malheur. de
il y a une part de pudeur aussi, c'est-à-dire que je dis certaines choses et puis il y en a d'autres où voilà, il n'y a pas besoin en fait. Je veux pas non plus que ce soit l'étalage de voilà comment j'ai souffert. Non, c'est pas mon message. C'est mon message, bien sûr que dans le coaching, c'est une vraie valeur ajoutée, une force d'avoir le parcours qui est le mien, parce que ce soit face au chantage affectif et même dans l'extrême, je suis pas affolée quand on me parle de tout ça. Parce que je Mhm. sors pas d'une grande école avec un diplôme qui me dit coach. J'ai ce Ouais. diplôme, mais j'ai aussi l'expérience de la vie qui fait que je comprends ce que la personne est en train de me Mhm. partager. Pas parce qu'elle vit la même chose que moi, mais que je vois ce dont elle me parle et où elle en est dans sa vie. Et c'est ma force aussi de savoir que bah, cette évolution dont tu parles, je sais d'où je pars. Je pourrais mettre des photos de quand j'avais 10, 11 ans. Je les regarde aujourd'hui avec beaucoup d'émotion, mais même pour les personnes qui ont suivi mon année 2020, puisque tu l'évoquais, même moi, physiquement, je vois que ce qui s'est passé, le fait d'avoir accompagné mon père en soins palliatifs cette année, mais ça m'a transformée. C'est incroyable. Physiquement, ça se voit. Je ne suis plus la même personne que j'étais en novembre 2019. Et il n'y a que quelques mois qui nous séparent. C'est touchant et ça a été une année avec beaucoup d'adversité comme j'en ai pas connu depuis longtemps, très sincèrement. Mais waouh, je crois que je vais arriver fin 2020. Je vais être certainement touchée avec le passage en 2021 parce que ça a été une année très difficile avec beaucoup d'adversité. Mais quand je me regarde, je suis touchée parce que au nom des personnes disparues dans ma famille cette année, donc ils sont trois, mes deux grands-mères et mon père, je les vois avec un visage vraiment heureux, épanoui de qui je suis devenue. Et ça, moi, c'est ce que j'ai envie d'apporter avec les blessures émotionnelles. C'est Mhm. regarde euh, cette vulnérabilité qu'il y a en toi, ce que tu peux en faire. Il n'y a pas besoin d'en avoir peur. Comme dit Jean-Jacques Goldman, c'est ta chance, c'est avec ça que je commence le livre, c'est ta chance, le cadeau de ta naissance. Il y a tant d'envies, tant de rêves qui naissent d'une vraie souffrance. Voilà. Pour moi, il y a tout qui est dit dans cette phrase. J'ai des frissons partout, mais en plus, en même temps, ça me touche tellement aussi dans mon parcours à moi. Et c'est en voyant ben, des gens comme toi ou tout ce qu'on a pu vivre aussi en séminaire avec David, qu'à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a quelque chose à faire de beau, d'heureux de toutes ces souffrances qu'on traverse et que la transformation qu'on vit à l'intérieur de soi, c'est aussi vraiment le plus beau cadeau qu'on peut, là, je suis émue aussi parce que du coup, je pense aussi à mon papa qu'on peut offrir aux autres et que du coup, tout est relié, tout a du sens. Et C'est d'ailleurs, ça. ben, voilà, ben, les Tu vois, messages touchent les gens. Hein. il y a quelques jours, là, je faisais une émission sur Noël, sur les fêtes, et on me Ouais. posait la question justement, mais cette année, il y a beaucoup de monde qui a perdu des membres de leur famille, hein, clairement. Et moi, comme je l'ai dit, je fais partie de ces gens-là. Mais en fait, tu vois, c'est l'exemple type de concrètement, je peux me laisser happer par, euh, tu vois, par exemple, quand on va être à Noël, moi, c'est des gens qui étaient là depuis le jour de ma naissance. Ça va être le premier Noël où ils vont pas être autour de la table. Je ne vais pas être là dans la joie à me dire c'est super ce qui se passe, évidemment. Mais entre déjà me laisser le droit de vivre une émotion ou pas, tu vois, de ne pas me dire forcément ce soir-là je vais être triste ou forcément je vais être en colère, j'en sais rien. On verra déjà quand ça va se présenter. Et si ça se présente, que j'ai cette émotion de tristesse ou de colère, que je me laisse la vivre, c'est ok. Mais derrière, j'ai deux choix. Je peux m'en servir pour me dire c'est l'histoire de ma vie et quelle année merdique on a vécue et me pourrir la soirée à partir de ça. Ou je peux me dire justement, parce qu'il y a cette émotion qui me touche, et si je faisais un Noël le plus chaleureux des Noëls que j'ai jamais eu. C'est ce que je vais faire. Pourquoi? Déjà par amour pour mon père et ma grand-mère, parce qu'ils auraient certainement pas accepté que je sois mal. Alors ça, ma grand-mère, je prendrais une rousse. Hein. Je peux te dire que derrière, si elle voyait si elle savait que j'étais la cause, qu'elle soit la cause de mon malheur, je prendrais une rousse. Donc déjà, rien que pour ça, je ferais de mon mieux. Mais même au-delà de ça, c'est de se dire que c'est OK de vivre des émotions, c'est OK d'avoir des blessures, mais j'ai la liberté de dire, eh ben, je peux me laisser happer par ça et faire perdurer l'histoire, ou je peux briser le cercle et de dire justement, euh, si je faisais honneur à ces personnes qui sont parties, si je leur montrais mon amour en rayonnant plus que d'habitude, en étant plus vivante que d'habitude, plus chaleureuse que d'habitude, moi, c'est le choix que j'ai fait. Je peux pas mettre des petits cœurs, moi, alors je fais comme ça.
Mais tu as plein de petits mots, tu as des bravos, tu as des arcs-en-ciel, tu as des cœurs, tu as des messages d'espoir. Enfin, il y a plein, ça défile dans les commentaires quand tu parles. Euh, donc, euh, donc, merci à tous. C'est très, très beau de voir que Carole vous touche autant. Tu me touches aussi, évidemment. Euh, On va tous et pleurer, c'est marrant ça, voilà. non, on va faire la fête, on va faire la fête. Tu as dit que j'avais le spotlight, là. Euh, mais j'ai envie, moi, de rebondir sur ce que tu expliquais ici sur la transformation par rapport à, on a le choix. Quand on vit une souffrance, on vit une émotion, euh, comment est-ce qu'on va choisir, d'accueillir cette émotion et puis ce qu'on construit. Donc ici, tu nous as fait le parallèle avec les décès, avec Noël, mais c'est quelque chose que j'observe aussi très souvent au niveau du couple et des personnes qui parfois, parce qu'elles ont souffert, même dans un couple ou des couples précédents, parfois 20 ans avant, vont venir se rendre malheureuses par rapport à un conjoint qui n'a même pas les mêmes comportements. Et notamment par rapport à toutes ces choses que tu nous expliquais par rapport aux blessures. Donc, est-ce que tu as des exemples que tu auras envie de nous partager un peu sur cette thématique? Peut-être des Alors, choses un déjà, peu différentes aussi? ce que je peux dire déjà, comment on transforme un comportement peut-être qui nous agace et qui nous limite, en tout cas un mécanisme de défense. Moi, j'aime bien donner l'image du chien qui a été maltraité et battu. Parce que souvent, c'est un exemple qui touche le cœur des gens. Et souvent, la bienveillance dont on serait capable pour l'animal, on ne se la donne pas à soi-même. Souvent, pour illustrer ce comportement que tu voudrais changer en couple, imagine que tu recueilles un animal qui a été maltraité. Est-ce que, donc tu le vois mordre, tu le vois peut-être grogner, est-ce que ça te viendrait à l'idée pour qu'il vienne davantage vers toi, qu'il s'ouvre à toi, de hurler, de le bousculer, de t'impatienter? Tu vois, il y a ma petite Léa là justement qui vient de donner son avis, le petit chat qu'on a recueilli. Donc, Oui, oui. est-ce que ça te viendrait à l'idée de fonctionner de cette manière-là? Non. La plupart des gens, quand je leur pose la question, ils me disent au contraire, je lui laisserai du temps, je lui parlerai doucement, calmement, avec de la patience, je le respecterai, je lui laisserai la distance, je le laisserai tranquille. Mais pourquoi on ne fait pas ça avec soi-même? La première étape, quel que soit le comportement que vous voulez changer, c'est déjà voir, se remercier. Ça veut dire, si je réagis comme je le fais, et moi par exemple, je pourrais parler de l'impulsivité que j'avais, le côté batailleur avec les hommes pour un rien. Hein. Il fallait jamais être soumis, il fallait tout le temps batailler et pour n'importe tout et n'importe quoi. Eh ben, le jour où j'ai voulu changer ça dans mes rapports avec les hommes, c'est certainement pas en me disant je devrais pas être comme ça que ça a changé. C'est déjà cette étape d'ouverture de cœur qui est magnifique pour soi-même, de se dire mais si je suis comme ça, c'est bien qu'il y a une raison. Alors bien sûr que la société peut te dire tu ne devrais pas, machin, mais avant qu'ils te jugent, qu'ils aient déjà ton histoire, qu'ils aient déjà tes ressources et ce que ça t'a demandé d'en arriver là. Ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Donc les jugements sur ce type de choses, out, exit. Euh, donc la première étape, se remercier, ça veut dire concrètement, c'est pas juste merci de réagir comme ça, c'est concrètement en quoi ça a été intelligent et utile pour moi de réagir comme ça par le passé. Et donc de se donner le droit à ce que ça arrive prochainement. C'est la fameuse phrase de Lise Bourbeau sur laquelle nos enseignements sont communs, c'est avant de vouloir être ce que je veux être, se donner le droit à être ce que je ne veux pas être. C'est exactement ça. Plus je me donnais le droit, pour être concrète, à être impulsive dans mes réactions, plus je pouvais voir que par le passé, à quoi ça m'avait servi, en quoi ça avait été intelligent et utile, ça répondait à mon besoin de protection. Maintenant, c'est important aussi de se dire, ben, aujourd'hui, j'ai plus d'amour et d'estime de moi-même. Si je me pose la question de faire autrement, c'est que j'ai les ressources de pouvoir le faire. C'est que je suis prêt ou je suis prête. Mais c'est important aussi de savoir où on va. Parce que si tu es juste avec je ne devrais pas réagir comme ça ne dit pas ce que tu veux faire. Donc, il faut à la fois ouvrir son cœur à l'expérience passée, à quoi ça a servi, et puis de se dire, tiens, potentiellement prochaine fois que ça arrive, ce serait quoi pour moi une situation, si je devais la revivre, quel comportement me rendrait fier? Qu'est-ce qui serait plus aligné avec mes désirs et mes valeurs? Et moi, j'avais notamment défini dans cet exemple concret que potentiellement, je pouvais batailler quand j'avais envie de batailler et lâcher prise quand j'estimais que ça n'avait pas voilà, la nécessité de le faire. Et une fois que j'ai fait ça, eh ben, je me dis, prochaine fois que ça arrive, c'est quoi le pas accessible que je vais mettre en place? Mais pour te dire la réalité des choses, la première fois que j'ai fait ça, j'ai fait encore pire que ce que j'avais fait avant.
C'est-à-dire que là, j'ai pas juste bataillé. Cette fois-là, malgré que j'avais mon objectif et que le pas accessible est arrivé pour le mettre en place, j'ai littéralement pété un câble. Encore pire que ce que j'avais fait avant. Et bien c'est ça, cette démarche de bienveillance envers soi-même. C'est que même si tu fais pire, tu n'es pas dans une démarche de je dois ou je dois pas. Je me suis demandé, et ben c'est juste une fois de plus où j'ai ce mécanisme de défense. Je me suis à nouveau remerciée de en quoi ça a été utile, en quoi c'était intelligent. Et qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Qu'est-ce qui fait que j'avais un objectif et que je ne l'ai pas mis en place? Du coup, apprendre de ça. Et puis, ben, quand tu fais ça et que tu le répètes, tu persévères, un jour, tu y arrives. Et tu répètes. Et puis, après, 5 ans après, on te dit comment ça se fait que tu es à l'aise dans cette situation qui te posait problème. Mais les gens, ils n'ont pas idée du nombre de fois où tu as recommencé, où c'était maladroit, où tu as appris de tes erreurs, où tu t'es pas lâché, tu as persévéré. Ben, au final, oui, de petit changement en petit changement, quand tu ne t'abandonnes pas, eh ben, ça donne ça. Complètement. Et tu as utilisé une expression que j'ai beaucoup aimée. Tu as dit, c'est juste une fois de plus. Et j'adore ça parce que souvent, les gens, quand ils se fixent un objectif et puis ils ratent, ils vont être plutôt, ben voilà, de toute façon, j'y arriverai jamais. Et ils reprojettent leur mécanisme du passé vers le futur. Et là, tu le ramènes à, c'est juste une fois de plus. Je trouve que c'est plein de liberté, cette petite phrase, plein de possibilités, plein d'ouverture. Alors, je vous invite à écrire vos questions dans les commentaires, comme ça Carole pourra y répondre. Je rappelle que j'accueille Stéphane qui nous parlera de l'accompagnement holistique du cancer à 20 heures. Et donc, ne tardez pas. Voilà, on fait 15 minutes, on va dire, et ensuite, hop, tu repars sur une autre entrevue. Donc, moi, j'avais une première question à te partager en attendant que les commentaires arrivent. C'est quelque chose qui revient très souvent. Moi, je l'entends très, très souvent avec des personnes qui sont reconnues comme étant dans l'expression de leur blessure d'injustice majoritaire. Donc, je dis pas que ce sont des personnes qui sont étiquetées, hein, on a bien vu ça lundi, mais à un moment donné, c'est la réaction qui émerge, et chez des physiques, oui, qui expriment aussi cette blessure-là. C'est par rapport au cadeau, tu sais, la loi de l'équilibre, etc. Donc, c'est notamment des personnes qui ont fait des stages avec David Laroche, hein, avec lesquels j'ai eu cette discussion-là, de dire, OK, tout est parfait. Si je n'avais pas perdu mon papa, par exemple, je ne concrétiserais pas et je n'aiderais pas des personnes dans tant de domaines aujourd'hui. Mais généralement, ces gens-là me disent, oui, mais on n'a pas expérimenté l'autre chemin. Donc, on ne sait pas, en fait. Oui, d'accord. Mais oui, mais c'est tout à fait vrai. Est-ce que du coup, c'est la question que tu veux me poser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en est de cet autre chemin? La question que j'aimerais, la question sur laquelle j'aimerais tes lumières, c'est de voir, ben, tiens, comment permettre aux personnes qui sont connectées à ce moment-là à la blessure d'injustice, d'arriver jusqu'à la méthode du cadeau, d'arriver jusqu'à la loi de l'équilibre, à partir du moment où elle reste sur factuellement, le papa est mort, factuellement j'ai divorcé, factuellement j'ai perdu un enfant, et donc je suis dans une posture d'échec, par exemple. Oui, donc alors que je précise bien de ce dont on est en train de parler, en tout cas comment j'en parle dans le livre. Là, tu fais référence dans le livre à ce qui s'appelle le problème racine de la supposition. C'est-à-dire que j'ai vécu un événement de vie et effectivement, je peux voir ce qu'on appelle donc déjà un stade avancé de responsabilité qui est que cet événement, aussi dur soit-il, m'a aussi amené avec le temps peut-être à un chemin différent, à des prises de conscience sur moi-même différentes. Et effectivement, il y a dans le développement personnel cette connexion entre finalement, si j'avais pas vécu cet événement-là, est-ce que vraiment j'en serais là où j'en suis aujourd'hui? Et effectivement, les gens ont raison de dire, mais potentiellement, oui ou potentiellement non, puisqu'on ne l'a pas vécu, on ne le sait pas. Si par exemple je dis, j'avais pas eu tel parent ou telle situation dans ma vie, aujourd'hui j'aurais plus de confiance ou plus de bien-être. Prenons l'exemple avec le passé parce que ça va plus parler encore que si on projette. Donc si dans le passé, factuellement, on enlève cet événement de ma vie, on va enlever peut-être aussi des liens que j'ai créés avec d'autres personnes, des compréhensions, des prises de conscience que j'ai eues sur moi-même. Donc factuellement, si on enlève cet événement de ma vie, on enlève aussi on enlève l'adversité, mais on enlève aussi ce que j'ai expérimenté de bon par rapport à ce chemin-là et qui fait que j'en suis là où j'en suis. Mais concrètement, est-ce que si on enlevait cet événement, je serais plus épanouie ou moins épanouie? Je ne l'ai pas vécu, donc effectivement, je ne peux pas le savoir. Pourquoi l'hypothèse est intéressante? C'est du coup, pourquoi s'attacher à l'hypothèse
que tu serais plus heureux et plus épanoui si tu n'avais pas vécu ça. T'en sais tout autant rien que si on le retirait et que forcément tu serais dans la version plus heureux et plus épanoui. Donc ça veut bien dire que finalement, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais pour autant, dans les deux cas, c'est une version où on ne sait pas, mais ce qui est important, c'est laquelle te donne de l'énergie, laquelle sonne le plus juste à l'intérieur de toi, laquelle te donne le plus envie d'avancer dans la vie. Si tu as perdu quelqu'un, laquelle rend les gens encore plus vivants? Dans lequel des deux cas tu te sens faire le plus honneur aux personnes que tu as perdues? C'est ça la question à se poser. Et moi, je n'ai pas la réponse pour les gens que j'accompagne. C'est vraiment à eux de choisir ça. Mais il est question effectivement de voir que dans un cas, on ne sait pas, mais on ne sait pas non plus dans l'autre sens. Donc finalement, si on dit effectivement on ne sait pas, bah, on ne sait pas jusqu'au bout. C'est pas juste, on ne sait pas. Il y a une version à laquelle je me suis attachée parce que ce sont mes perceptions et je la crois vraie, et celle-là, je ne la remets pas en question. Non, c'est tout autant une histoire que la version où potentiellement, si on n'avait pas vécu ça, on ne serait peut-être pas cette personne-là aujourd'hui. Est-ce que ça te répond? Alors, ça me répond énormément. Il y avait une partie de moi qui était dans ma tête, je me disais, j'aurais adoré travailler avec elle en laboratoire de recherche. Parce que ta démarche est tellement chouette, donc j'aime beaucoup. L'argument souvent que j'entends, c'est, voilà, je suis une personne bien aujourd'hui et j'ai vécu des drames, mais je vais pas me consoler des échecs que j'ai vécus, parce que je serais peut-être devenue aussi cette personne bien, j'aurais peut-être autant la force aujourd'hui si j'avais pas vécu cet échec-là. Donc ça reste un échec, tu vois. Et comme tu dis, c'est pas quelque chose qui nourrit une énergie haute. Il est question de voir aussi que tout ce qu'on nomme échec, parfois ça prend du sens avec le temps. Ouais. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait l'exercice sur des choses simples, on va dire, des petites doses d'adversité. Il m'a fallu quand même 12 ans pour arriver à transformer des choses que je nommais comme des échecs, pour certains des plus chargés émotionnellement, comme potentiellement un échec implique que je fasse une capture d'écran. C'est-à-dire, s'il y a 10 ans en arrière, il y a plus de 10 ans maintenant, 2008. Donc en 2008, je ne connais pas la blessure émotionnelle d'abandon. Je quitte tout pour un homme concrètement. Je pars à 700 km de chez moi. Je quitte ma famille, je quitte mes amis et je me dis, voilà, on avait potentiellement quelque chose ensemble possible à vivre et je me suis dit, bah, on n'est pas dans les mêmes villes, donc quand j'irai là-bas, eh ben, il y aura quelque chose de possible. Et là, j'ai eu la claque qui allait avec, ce qui fait que je me suis retrouvée là-bas. Et puis lui, bah, qui n'en avait juste rien à faire de moi et qui n'a plus jamais voulu me revoir. Et ce jour-là, en fait, si c'est fou de m'en rappeler, mais ça fait partie des douleurs les plus conséquentes que j'ai connues. C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai les jambes qui tremblent, ce jour-là, je m'effondre, ce jour-là, je me rappelle de la douleur que j'avais dans le ventre, je pleurais, mais c'était... Mais en même temps, si tu arrêtes l'histoire ce jour-là, effectivement, ce jour-là, avec l'intensité de la douleur que je ressens, tu te dis c'est un échec. Mais si tu continues l'histoire 10 ans plus tard, et que tu vois que sans ça, je sors pas de chez moi, aller à la FNAC pour comprendre comment ça se fait que je vis ce que je vis avec cette intensité-là. Parce que ce que je remarque, c'est qu'il y a plein d'autres femmes qui sont quittées, des amis, et qui ne le vivent pas, qui ne se mettent pas dans l'état où je suis. Donc je me dis, je ne sais pas où je vais, mais tant qu'à faire, je vais essayer de comprendre. C'est là que je tombe sur le premier livre de développement personnel, donc de Lise Bourbeau, que je le lis en une soirée, je suis fascinée par ce que je lis. Le lendemain, je suis retour à la FNAC, j'achète toute la collection, que je commence à orienter mes études dans ce domaine-là, que aujourd'hui, si tu continues le chemin, j'ai une vie de couple épanouie par rapport à ce que j'ai compris, un mari donc avec qui je suis depuis 10 ans, une activité professionnelle, je fais que ce que je viens de te dire, travailler sur les situations qui me posaient problème, c'est mon quotidien aujourd'hui. Je vis libre comme j'ai envie de vivre aujourd'hui grâce à ça. Mais concrètement, si tu arrêtes l'histoire aujourd'hui, du coup, on dit quoi? C'est une réussite ou un échec? Bah là, tu dirais c'est une En tout cas, c'est compliqué. Est-ce que c'est une réussite? Est-ce que c'était un échec? Est-ce que c'était un mal pour un bien? Mais ça, il m'a fallu de 2008 jusqu'à aujourd'hui pour le voir. Donc parfois, c'est d'accepter que ça prend du temps. Mais ce qui est beau dans ce chemin-là, c'est que plus tu arrives à le voir pour tes événements passés, plus tu augmentes ta foi à l'avenir. Quand il t'arrive une situation d'adversité, que si ça a été vrai par le passé, même si ça a pris du temps, moi, ce qui me donne la foi en la vie, c'est justement d'avoir pris le temps de transformer chaque événement passé et de voir que pour appeler ça un échec, je dois faire une capture d'écran d'un instant T. Avec le temps, avec les rencontres et
avec ce que j'appelle l'outil hiérarchique, c'est-à-dire que je me fais des petits carnets où je note un point d'adversité qui me paraît être une adversité dans ma vie. Et puis quand ça donne une relation, quand ça donne une rencontre, quand ça donne une opportunité, je fais un petit trait et puis je mets un autre point. Et j'ai des carnets comme ça sur 3 ans où je vois le truc que j'avais complètement oublié qui fait tic, 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 et qui mène finalement à une rencontre, à quelque chose. Mais plus tu vois ça pour ton passé, mais c'est un entraînement à le voir, plus tu augmentes ta foi à l'avenir de te dire si c'est vrai pour le passé. Et moi, je le vois aussi pour des centaines de gens que j'accompagne, si c'est vrai pour eux aussi, bah, clairement, de quoi tu vas avoir peur en fait. Je ne dis pas que l'avenir sera facile, mais quoi que je vivrai, je sais que, comme je le dis souvent, la vie ne me donnera aucun challenge que je ne suis pas en capacité de surmonter. Et je le dis aujourd'hui avec cette conviction-là par rapport à la question que tu me poses, par rapport au fait que mes plus grands échecs, finalement, ne sont que des échecs si je regarde une partie ciblée de l'histoire. J'ai été touchée, je pense que tu as fait un énorme cadeau à plusieurs personnes de ma communauté avec ce que tu viens d'expliquer. Donc j'étais fort touchée, et à moi aussi d'ailleurs, parce que oui, ça donne un regard sur la vie totalement différent, et moi ce reliage de points, c'est ce qui m'apporte la sérénité aujourd'hui, et une force, parce que tu regardes un événement, tu fais ok, d'accord, je défocalise, et moi j'ai vraiment cette démarche, j'allais faire ok, il est où le cadeau? Pas forcément en mode utopiste, mais en mode je veux voir tout, tu vois, de vraiment reprendre ce grand angle. Alors, tu as eu Alors, des si je peux plutôt que cadeau, ce qui peut aider, parce que parfois c'est justement pour les personnes qui ont la blessure d'injustice que c'est très compliqué. C'est très compliqué quand ils pensent que quelque chose est négatif, d'aller trouver du positif dedans. Et c'est pas la démarche. C'est souvent une erreur que les gens font. Parce que déjà, effectivement, si tu perçois l'événement comme négatif, ceux qui ont la blessure d'injustice, il y a blanc ou noir. Donc, il n'y a pas positif et négatif en même temps. Il s'agit plus, si tu es dans cette perception-là, de voir ce que tu as perdu, mais aussi ce que tu as reçu. Quand j'ai perdu ma grand-mère, il y a des gens partout dans le monde qui ont fait livrer des fleurs à la cérémonie et à mon bureau. Donc je voyais, c'est quoi le cadeau dans le décès de ma grand-mère, c'était voilà ce que j'ai perdu, ma grand-mère, mais ouvre les yeux sur le contraire, ouvre les yeux sur ce que tu reçois. Quand tu perds, qu'est-ce que tu gagnes? Ouvre les yeux sur les deux. Donc c'est pas positif ou négatif, c'est inconvénient, avantage, perte, gain, perte, soutien. C'est ça qu'il faut t'entraîner à voir. Parce que je comprends, et tu as raison de le dire, c'est une problématique très fréquente pour les gens qui ont le masque du rigide majoritaire, donc de la blessure d'injustice majoritaire, de dire si l'événement il est négatif. Et le premier travail que j'aurais à faire avec eux, mais que je ne pourrais pas faire ce soir, c'est de les aider justement déjà à sortir de cette perception négative. Parce que sinon, tu leur demandes de faire quelque chose qui est contre-intuitif pour eux. Donc merci de l'avoir posé parce que c'est très fréquent. Avec grand plaisir, merci à toi. C'est pour ça que j'aime bien cette notion de défocaliser, tu vois, pour avoir une vue globale sur toutes les polarités, tous les domaines de vie. Et puis, tu as partagé quelque chose lundi qui était très beau aussi, c'est de dire que ce qu'on perdait, finalement, ça rejaillissait aussi ailleurs, au niveau de l'environnement. Donc, alors, il y a plein de réactions, plein de petits trucs, même des trucs marrants. Donc, Fanfan nous dit que c'est parce qu'elle n'a pas de librairie qu'il y a dû avoir Amazon. Mais on t'aime, ma Fanfan, même avec Amazon. Alors, elle dit, un autre événement aurait pu être pire que ce que nous avons vécu factuellement par ailleurs. Donc, voilà, mais c'est vrai que, comme on dit avec des si, on met Paris dans une bouteille. Je ne sais pas si c'est juste belge ou si on dit ça en France aussi. Mais non, mais c'est très mignon comme expression et je vois très bien. Nous, on dit avec des si, on refait le monde en fait. Mais en gros, oui, c'est ça. La personne qui dit ça a raison aussi, hein, de se rappeler face à un événement d'adversité en quoi ça pourrait être pire. Parce qu'il y a toujours pire. Et donc, c'est vrai pour des personnes qui sont entraînées à voir plutôt le côté de la perte, de ce qui peut aller mal, mais tout le monde est comme ça. Quand tu vis une forme d'adversité forte, c'est normal d'accuser le coup. Mais cette conscience de en quoi ça pourrait être pire nous ramène aussi à en quoi j'ai de la chance, entre guillemets, c'est-à-dire en quoi ça pourrait être pire, donc qu'est-ce qui va bien aussi. Et c'est particulièrement dans ces moments-là que c'est important de mettre son focus dessus. C'est pas ça qui va résoudre la situation, mais c'est ça qui va faire que tu vas remonter ton énergie, pas la laisser se happer par le sentiment d'impuissance, et qui fait que tu vas accéder à un potentiel stratégique d'action, de réaction, beaucoup plus large et créatif que si tu es dans le mode
agression, justification ou repli. Il est juste 19h54, Sylvie. Est-ce que c'est bon pour toi? Je fais de mon mieux. C'est parfait, je te trouve fabuleuse et j'admire, je suis en train de prendre des cours de clarté là. J'ai une de mes lucioles, elle dit toujours que je papillonne. Je fais ok, je vais faire de l'imprégnation. Ça marche. Il y avait un mot que tu as utilisé qui me semble important, c'est la notion d'impuissance. Et effectivement, parfois dans ce je suis connectée à la perte ou je suis connectée à l'échec, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Je veux dire, la personne qui est décédée, elle est décédée. Les personnes qui sont divorcées, qui ont déjà créé un enfant dans une première famille, effectivement, ils seront jamais la famille standard, peut-être le modèle qu'ils avaient. Une personne qui est ménopausée, elle va pas plus pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent aussi. Je veux un enfant et je me rends compte que je veux un enfant, il est trop tard. Mais après, bon, sur ça, tu as un bel exemple aussi, qu'il y a plein de façons. Alors moi, je fais le choix jusqu'ici de ne pas avoir d'enfants parce que je veux les avantages d'avoir des enfants, mais je ne veux pas les inconvénients d'avoir des enfants. Et il y a un moment, effectivement, j'ai été happée par ce que tu dis, ce sentiment d'impuissance entre avoir l'impression que soit je devenais mère, soit je ne le devenais pas. Et donc, factuellement, est-ce que j'ai des enfants ou est-ce que j'en ai pas? Mais c'est ça, sortir du sentiment d'impuissance. Je me suis dit, être mère, c'est quoi? Être mère, pour moi, c'est pas qu'accoucher. Être mère, c'est être présente pour des enfants, c'est les aider à s'épanouir dans la vie. Enfin, c'est tout un tas de choses que j'ai pris le temps de définir. Et quand j'ai défini ça, ben, je me suis dit, quelle autre forme il y a que de mettre des enfants au monde, de devenir mère? Et ben aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'être marraine de 6 enfants dans le monde, en Bolivie, au Bangladesh, au Cambodge, au Salvador, au Mexique, en Mongolie. Donc ces 6 enfants, donc j'ai élargi ma famille, ça a encore plus de sens pour moi parce que ce sont des familles, c'est une famille universelle pour moi, c'est aimer au-delà des liens que j'ai du sang. Et pour moi, c'est ça l'humanité. Et je me suis dit, mais c'est ça pour moi devenir mère. Un jour, je déciderai si j'ai factuellement des enfants à moi ou pas. Mais j'ai pas besoin d'accoucher pour nourrir en moi cette valeur. Je peux aussi aimer des enfants comme si c'était les miens, leur donner les chances de réussir dans la vie. Donc je suis là jusqu'à leurs 18 ans. Et le beau là-dedans, c'est que potentiellement à leurs 18 ans, ils peuvent choisir. Je n'aurai peut-être plus de nouvelles de leur part à leurs 18 ans. Mais justement, ça me centre tellement de le faire. Ben, un parent, il fait pas ça non plus pour avoir des enfants en dépendance. Il fait ça pour les aider à s'élever et qu'un jour, ils révèlent leur potentiel et ils fassent ce qu'ils ont à faire de ce qui est important pour eux dans la vie. Donc, s'il y a des gens, justement, que ça peut intéresser le parrainage d'enfants, moi, je le fais avec les associations Vision du Monde et Un enfant par la main. Voilà, vous allez sur leur site, il y a toutes les informations. Si vous souhaitez vous engager dans cette démarche-là, tout le monde peut le faire. Et j'ai reçu hier un courrier de ma petite du Salvador, justement. C'est tellement magnifique de vivre des choses comme ça. C'est extraordinaire. J'ai mis les 2 références dans le. Enfin, j'ai mis les noms parce que j'avais pas les sites web là, mais je les ai postés. Donc n'hésite pas après si tu veux repartager les liens. Je suis sûre qu'il y a moyen. Et ton émotion quand tu parles de ça est très très belle. Ça a été vraiment quelque chose de fort de découvrir ce que tu dis, que être mère, c'est une forme. Et c'est vrai que parfois on a tendance à se dire, parce qu'on reste attaché à la forme, on n'a pas de pouvoir. Je répète ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Il n'y a jamais une situation où vous avez 0 pouvoir. Mais ça demande d'élargir son focus, de ne pas s'attacher à la forme et de revenir à c'est quoi les ingrédients de vivre ça et comment je pourrais le faire sous une autre forme. Mais ce que je dis là, je l'entendais l'autre jour de la part d'une sportive qui s'est dit j'ai été blessée, j'ai plus jamais pu pratiquer, je crois que c'était le patinage artistique. Et du coup, pareil, elle se sentait impuissante parce qu'elle avait l'impression que plus jamais elle pourrait nourrir ça sous cette forme, jusqu'au jour où elle se dit mais j'aimais quoi là-dedans? Et qu'elle fasse la synthèse de tous ces trucs qui la touchaient et qu'elle trouve une autre forme de nourrir ça qui a tout autant de succès aujourd'hui, peut-être même qu'il l'épanouit encore davantage que ce qu'elle faisait dans le patinage artistique. Fabuleux. C'est magnifique. Donc, ma Carole, il est 20h. Si vous voulez aller plus loin là-dessus, si vous regardez ça en replay, on vous partagera le podcast de lundi si vous n'avez pas envie de l'écouter en vidéo hachée, mais le son est très bon, donc n'hésitez pas. Le livre ici, disponible dans toutes les bonnes librairies, en France, en Belgique, en Suisse. On n'a pas parlé de la Suisse. Si, tous les pays francophones. Tous les pays francophones. Et
Et donc, ben, quand tu veux, si jamais tu as envie de repartager, même soit ici sur YouTube où tu es vraiment la bienvenue. Alors, j'adore, on a Isabelle qui dit on va bosser. Tu as eu des bravos, tu as eu des petits mots encore de Fanfan qui disaient ben voilà, c'est comme les exercices de maths. On transpire sur certains et il y en a d'autres, ça va tout seul. Donc, voilà. Beaucoup d'enthousiasme encore dans le chat aujourd'hui. Merci à tous et c'est vraiment pas l'envie qui me manque, tu le sais. Si jamais il y a d'autres thématiques qui peuvent apporter à l'audience, ce sera avec grand plaisir et c'est vraiment pas l'envie qui me manque, c'est simplement que bah voilà, tu sais comment ça se structure derrière. Merci en tout cas. Merci ma Carole, à bientôt, bonne soirée. Les Lucioles, Fanfan, t'as dit que tu n'avais pas eu de carillon. Je vais faire du carillon sur le live suivant. Très bien, bon, à tous et bonne interview à toi. Voilà, merci Carole, bonne soirée. Bonne soirée.